Il est 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et Jean-Michel, on revient ce matin sur le parcours hors du commun de ce fils d'immigrés arméniens, un enfant d'apatrides qui ont fui le génocide pour tenter un nouveau départ en France. Charles Aznavour, c'était aussi cela. Voilà, et ça permettait à Charles Aznavour de dire cette phrase que peu d'entre nous peuvent dire. Vous, peut-être, vous pouvez le dire. J'étais 100% français et 100% arménien. Je comprends tellement. Voilà, absolument. Alors, si on observe le versant français, Charles Aznavour a eu un rapport assez distant avec la politique française. On le repère aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Lors de l'élection présidentielle de 1974, il choisit Giscard plutôt que Mitterrand. Et en 2012, il l'avouera après d'ailleurs à François Hollande lui-même, il a voté Nicolas Sarkozy au deuxième tour et pas François Hollande. Donc, Charles Aznavour a plutôt voté pour des hommes de droite, mais était-il un homme de droite? Écoutez cet archive européen au micro d'Yvan Levaille. Charles Aznavour disait de droite, moi, mais pas du tout. Je ne fais pas de politique ouvertement. Mais je veux dire par là, je ne peux pas être un homme de droite. D'abord, il faut savoir d'où je viens. Voilà, je ne peux pas être un homme de droite, il faut savoir d'où je viens. Donc c'est un homme de gauche qui votait pour les candidats de droite. Ça, c'est le bonheur des démocraties. Chacun fait ce qu'il veut. Son rapport à la politique, on le trouve un peu dans les chansons. Pas beaucoup, mais parfois un peu. Comme tout artiste, Charles Aznavour regardait la société dans laquelle il vivait. Il savait en précéder les évolutions. Dans les années 50, la France aspire à davantage de liberté individuelle et puis aussi à la libération sexuelle. Et ça donne à Charles Aznavour l'envie d'écrire cette chanson qui sera publique en 1955, une chanson intitulée Après l'amour. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, cette belle chanson C'était osé à l'époque. Très osé. Ce sera censuré par les pouvoirs publics qui y verront une menace contre l'ordre établi. En fait, cette chanson, elle annonce mai 68. Il avait du nez, Charles Aznavour, bien entendu. Alors la censure, c'est une douleur pour un artiste, mais après coup, ça apparaît aussi comme une médaille. Bravo Charles. Et puis vous le disiez donc, Nikos, la grande affaire de sa vie à Charles Aznavour, c'est son rapport à l'étranger, à l'Arménie. Lui-même est né en France en 1924, mais ses parents ont fui le génocide arménien qui s'est déroulé entre 1915 et 1917 à l'instigation des Turcs, bien sûr. Et ça a fait que Charles Aznavour a toujours été sensible à la question des migrants. Il les appelait les émigrants en 1986. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons. Il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension. Voilà, les murs de haine, les gouffres d'incompréhension, ça vaut encore pour aujourd'hui, on peut le dire. On est dans l'actualité. Et pour la petite histoire, la famille Aznavour pensait que Paris n'était juste qu'une destination de passage. Ils avaient demandé un visa aux États-Unis. Et puis quand le petit Charles naît en 1924, la famille Aznavour abandonne le projet de migration. Et 94 ans plus tard, eh bien, il faut leur dire merci d'être restés en France. Et quand il ira à Ellis Island, le îlot où on arrive en bateau aux États-Unis, il passera sa première nuit en prison, Charles Aznavour, avant de conquérir le monde et l'Amérique. Jean-Michel Apathy, merci. Votre analyse, votre point de vue, votre éditorial, c'est tous les matins à 7h40 sur notre antenne. Il est 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Quand les fidèles catholiques plaident en faveur d'une commission d'enquête parlementaire pour lutter contre la pédophilie, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Michel Apathy? Qu'il y a le feu au clocher? La formule est bonne, Nikos, et c'est un peu ça, oui, il y a le feu au clocher. D'abord, il faut noter que tout le monde est d'accord pour que cette commission d'enquête existe, ce qui est assez exceptionnel. Des parlementaires et des gens d'église signent l'appel de témoignage chrétien. Surtout, il faut le souligner, l'archevêque de Paris, le cardinal Aupetit, a profité hier d'une interview aux Parisiens pour dire « Oui, je suis d'accord avec cette commission d'enquête parlementaire qui enquêterait sur des faits de pédophilie dans l'Église française. » Et quand on connaît le fonctionnement de l'Église, l'archevêque de Paris dit cela après avoir recueilli l'assentiment de tous ses collègues. Donc l'Église est favorable à cette commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire tout de même étonnante parce qu'on va transformer les parlementaires pratiquement en inspecteurs de police, bien sûr, c'est pas leur rôle. Et puis c'est un accroc à la loi de 1905 aussi, il faut le dire, puisque la loi sépare les affaires de l'Église et de l'État. Le culte et l'État de l'autre côté. Et là, si la commission d'enquête voit le jour, les parlementaires vont fouiller dans les dossiers de l'Église avec l'accord de l'Église. Ça ne s'est jamais produit depuis 1905. Mais au regard de l'enjeu, au fond, cela n'a pas d'importance. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'aveu que font les dirigeants de l'Église de France eux-mêmes en acceptant l'idée de cette commission d'enquête. Ils disent, on n'arrive pas à faire le ménage chez nous. Aidez-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des responsables importants, habitués à diriger, reconnaissent qu'ils ne peuvent pas nommer parmi eux les évêques ou les prêtres pédophiles,
qu'ils ne peuvent pas démasquer les prêtres et les évêques qui, par leur silence, soutiennent les pédophiles, et qu'au final, ces dirigeants qui se présentent comme tels ne sont pas capables de dénoncer à la justice des criminels et ceux qui les soutiennent. Rien que ça, c'est énorme, c'est un constat accablant. C'est le constat d'une faillite morale des dirigeants de l'Église. Il faut bien prendre conscience de ça. Et qu'est-ce qui nourrit cette faillite morale? C'est un manque de courage face à la souffrance et à la douleur. Donc oui à la commission d'enquête, parce qu'évidemment, s'il faut en passer par là, eh bien, il faut la faire. Elle soulagera des douleurs importantes, mais il faut avoir conscience de la mise en cause que cela peut représenter pour l'Église de France. Vous disiez le feu au clocher, vous avez bien raison de le dire, Nikos. Jean-Michel Apathy, c'est tous les matins sur Europe 1 à 7h40. 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et la presse en parle ce matin, à la une de quasiment tous les quotidiens, la démission fracassante de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Zizanie et Macronie. Jean-Michel Apathy, racontez-nous les coulisses de cette crise, parce qu'on n'a pas tout compris. Ah non, on est loin d'avoir tout compris. Tout commence au printemps dernier. 2 personnages font le siège d'Emmanuel Macron en lui disant « Il faut sortir Gérard Collomb du gouvernement ». C'est le Premier ministre Édouard Philippe et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Leur argument, c'est « Il ne tient pas la boutique, il n'est pas à la hauteur de son job et il ne te protège pas », disent-ils à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, tout le printemps, résiste à Kohler et Philippe par amitié pour Gérard Collomb. Gérard Collomb est informé de la lutte que mènent les 2 hommes contre lui, ça mine son moral, et c'est dès le printemps dernier qu'il imagine accélérer son retour à Lyon. Là-dessus arrive l'affaire Benalla, 18 juillet dans Le Monde. Pour tout le monde, il est acquis que ce sont des policiers qui ont informé Le Monde de la présence d'Alexandre Benalla le 1er mai aux côtés des policiers. Et donc, pour Édouard Philippe et Alexis Kohler, c'est la preuve supplémentaire que Gérard Collomb ne tient pas ses troupes. 23 juillet, Gérard Collomb est devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et là, la défense du ministre de l'Intérieur est aberrante. Moi, premier flic de France, je ne savais rien, je n'étais au courant de rien, on ne m'a rien dit, je découvre tout. Et quand des députés l'interrogent sur Alexandre Benalla, mais Alexandre Benalla, qui était directeur de la sécurité de campagne Emmanuel Macron, vous connaissiez. Alors là, c'est le mensonge XXL de Gérard Collomb, on l'écoute. Je ne le connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Je n'en savais strictement rien. Je ne l'avais jamais rencontré. Voilà, gros mensonge sur toute la ligne. Emmanuel Macron va beaucoup reprocher à Gérard Collomb la ligne de défense qu'il choisit dans l'affaire Benalla. Et évidemment, Édouard Philippe en profite pour lui dire « Écoute, il faut le virer, là, Gérard. Ça va pas du tout. » La rupture... Déjà, il y a une faille là, entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. La rupture intervient le 10 septembre. Dîner à l'Élysée, Le Point l'a évoqué la semaine dernière, ce dîner. Ce dîner à l'Élysée réunit Gérard Collomb d'un côté, Emmanuel Macron et Brigitte Macron de l'autre. Et Brigitte Macron, notamment, reproche beaucoup à Emmanuel Macron de les avoir abandonnés dans l'affaire Benalla. Et notamment en disant « Benalla connaît pas ». Oui, et c'est là que le reproche à Collomb, en fait. À Collomb. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est là que la rupture intervient. Et c'est à ce moment-là que Gérard Collomb conçoit son interview à l'Express 18 septembre. Et que dit-il à l'Express? Il dit « Je vais retourner à Lyon et je vais quitter le gouvernement en juin 2019 ». Simplement, la psychologie, c'est une mécanique que personne ne maîtrise, et là, en l'occurrence, pas Gérard Collomb, puisque depuis l'interview de l'Express, il est chaque jour un peu plus déprimé, place Beauvau. Et c'est la femme de Gérard Collomb qui intervient, Caroline Collomb, pour mettre un terme à ce qui apparaît à un calvaire pour son mari. Il faut que tu partes du ministère de l'Intérieur. Je vous passe quelques épisodes. Lundi soir, Gérard Collomb va trouver Emmanuel Macron, qui le retourne une dernière fois, mais quand il revient place Beauvau, sa femme lui dit non, c'est pas possible, là tu t'en vas. Donc hier, c'est terminé, Gérard Collomb démissionne, il faut le remplacer, et l'une des conséquences de tout cet épisode, c'est la faille qui s'est créée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, parce que les 2 hommes n'ont pas du tout la même sensibilité pour gérer les hommes et les situations. Mais au-delà des enjeux du pouvoir, de la politique, des idéologies, j'ai l'impression que c'est l'affect qui était au centre de ce débat. Dans cette affaire-là, oui, parce qu'Emmanuel Macron a soutenu, au-delà de toute raison, Gérard Collomb, qui, de l'avis général, ne restera pas comme un grand ministre de l'Intérieur. Recommandez de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste, demandez conseil à votre pharmacien. Il est
7h37, l'heure Nikos Aliagas de retrouver Jean-Michel Apathy. Le Premier ministre Édouard Philippe assure l'intérim au ministère de l'Intérieur après la démission de Gérard Collomb. Le gouvernement a prévenu, il faudra attendre quelques jours avant qu'un nouveau ministre soit nommé place Beauvau. Mais pourquoi cette attente, Jean-Michel Apathy? Parce que, on n'y croyait pas, mais c'est difficile de remplacer Gérard Collomb. On ne va pas aller jusqu'à dire que Gérard Collomb est irremplaçable, mais c'est un peu ça l'idée. Alors, ça ne tient pas aux qualités propres de Gérard Collomb, ça tient à la faiblesse humaine du parti La République En Marche, un parti de briques et de broc composé un peu dans l'urgence dans la campagne présidentielle de 2017, avec des gens qui ont des parcours honorables mais qui ne sont pas des parcours politiques, et du coup il n'y a pas à La République En Marche quelqu'un qui a les compétences spontanées pour aller au ministère de l'Intérieur. Compliqué le ministère de l'Intérieur, parce qu'on y traite les questions d'immigration, de terrorisme, sécurité, des biens et des personnes, la drogue, le maintien de l'ordre quand il y a des manifestations. Dans les partis classiques, il y a toujours 2 ou 3 responsables politiques qui ont un dialogue important, antérieur, avec des responsables policiers, qui ont une culture de ces problèmes. À La République En Marche, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que remplacer Gérard Collomb, c'est difficile. Alors il y a des noms qui circulent, vous savez, les noms de ces responsables politiques qui peuvent tout faire, parce que la politique c'est de l'adaptabilité, donc c'est pas faux. On dit Christophe Castaner par exemple, il peut aller place Beauvau, pourquoi pas, il n'y connaît rien en matière de sécurité, mais il peut s'y mettre, pourquoi pas. Mais si vous enlevez Christophe Castaner, si vous le mettez à Beauvau, vous l'enlevez du parti La République En Marche, et il est difficile à remplacer là-bas, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnalités qui ont l'autorité pour diriger un parti. On parle de Gérald Darmanin, il n'y connaît rien en sécurité, mais il peut s'y mettre. Simplement, Darmanin, il a actuellement sous sa responsabilité la réforme du prélèvement de l'impôt à la source. Donc l'enlever maintenant, est-ce que ça met en péril cette réforme importante pour la vie quotidienne des Français? On parle de Jean-Yves Le Drian. Alors Jean-Yves Le Drian, c'est un cas particulier, il est ministre des Affaires étrangères, et Jean-Yves Le Drian, c'est pratiquement l'âge de Gérard Collomb, et c'est le même dynamisme que Gérard Collomb. Donc ça fait rêver personne. Donc c'est assez difficile. On peut aller chercher un technicien qui n'a pas fait de politique. Mais bon. Alors le gouvernement dit, et puis Emmanuel Macron, dans quelques jours. Alors sans doute le week-end. Si on passe le week-end sans avoir remplacé Gérard Collomb, là on va se dire il y a vraiment un gros problème. Gérard Collomb, puisqu'on en parle, on va finir par le regretter. Il a attendu, ça c'est un peu dommage quand même Gérard, la dernière minute de la dernière heure de son dernier jour place Beauvau pour dire quelque chose d'intéressant. Il a souvent été dans les banlieues, et hier lors du discours de passation des pouvoirs, il a dit ceci. Je suis allé dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui a pris la place de la République. Quel dommage qu'il ne nous ait pas dit ça quand il était vraiment ministre de l'Intérieur. Parce qu'on lui aurait dit, mais alors monsieur Collomb, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ça? Voilà, mais cette question, on va la poser au remplaçant dans quelques jours. Jean-Michel Apathy, tous les matins à 7h40, il a ce talent de se mettre dans la tête du président de la République et de réfléchir. Qui vais-je choisir comme remplaçant à Gérard Collomb? Voilà, il suffit qu'il m'appelle le président et je vais lui dire. Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et les ministres qui vivent dans l'attente du remaniement, et ça cogite en ce moment dans les têtes d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Et ce que vous nous dites ce matin, Jean-Michel Apathy, c'est que le moral n'est pas top, en fait. Non, en fait, beaucoup de ministres ont mal vécu la fin de l'aventure ministérielle de Gérard Collomb. Et ils racontent volontiers les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines où ils mettent en scène un Gérard Collomb fatigué, malheureux, parfois presque déprimé. Alors il y avait bien sûr ces affaires lyonnaises qui le préoccupaient, mais aussi un surmenage, une charge de travail qu'il encaissait mal et une peur paralysante de mal faire. Et c'est ça qui a brisé la santé morale de Gérard Collomb. Et les ministres qui racontent ces scènes aujourd'hui le font d'autant plus volontiers qu'eux-mêmes ressentent des sentiments similaires. Il y a 3 critiques principales qui sont formulées aujourd'hui au sein du gouvernement. D'abord, d'après plusieurs ministres, ce gouvernement est trop restreint, mal dessiné, des périmètres d'action trop larges, ce qui accroît le stress, la peur de mal faire. Et ils aimeraient bien qu'il y ait soit des ministères redessinés, soit des secrétaires d'État en plus grand nombre. La deuxième critique concerne les cabinets ministériels. Une idée bizarre a saisi Emmanuel Macron et Édouard Philippe lors de la constitution du gouvernement, c'est de limiter à 10 le nombre des membres des conseillers dans les cabinets. Et ça, de l'avis de tous les ministres, c'est une bêtise. Et quand je dis bêtise, Nikos, vous comprenez que ce n'est pas le mot qu'ils emploient. Et ils aimeraient que ça aussi ça change et qu'on passe de 10 à 20. Pour beaucoup, ce serait une bonne nouvelle. Et la troisième critique, c'est l'autoritarisme de Matignon. C'est la schlag au gouvernement. Alors, j'ai repéré quelques phrases que je vous livre.
de la part de ministres, des instructions le matin et des notes le soir, ce n'est plus possible. Il faut nous laisser de l'oxygène. Et un autre dit, le bonheur de travailler ensemble, ça se cultive. Alors ce n'est pas, ou pas seulement Édouard Philippe qui est c'est tendu en fait, dans le collimateur, c'est assez tendu. Oui, c'est plutôt son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, dont un ministre dit, et il faut prendre ça au pied de la lettre, au premier degré, il est très intelligent, peut-être trop, et c'est son problème. Et du coup, c'est aussi un peu le problème de gouvernement, il faudrait desserrer la vis. Donc, on voit qu'on a un gouvernement, 15 mois après son installation, qui est fatigué, qui est usé. Les ministres attendent maintenant un renfort place Beauvau. On va voir les deux têtes de l'exécutif réfléchissent pour remplacer Gérard Collomb. Sans doute, le remaniement sera plus large. Mais ce que souhaitent beaucoup des ministres, c'est que la structure du gouvernement soit redessinée et que le mode de management soit aussi différent, qu'on lâche un peu la bride aux ministres et qu'on les laisse faire. Un des ministres me disait hier soir, je ne sais pas si le message est passé. On va lui dire que ce matin, le message quand même commence à passer. Ce matin, il est passé.